Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir pour certains. Vous êtes en direct et connectés pour ce webinaire, cette interview de Guillaume Rover. Donc, ce webinaire est sur le thème, cette interview est sur le thème de l'évolution du marché des intermédiaires d'assurance, donc courtiers, CGP. Voilà, savoir comment le marché va évoluer, comment aussi vous allez devoir évoluer. Donc, ce webinaire dure environ une heure de webinaire. Vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat sur le côté et nous allons pouvoir interagir avec Guillaume. Alors, dans un premier temps, Guillaume, écoute, je vais te demander de te présenter et puis après, je me présenterai rapidement. Voilà, Guillaume, c'est à toi. Bonjour Florent et merci d'avoir organisé ce webinaire. Bonjour à tous les participants. J'ai un parcours essentiellement assurance depuis 25 ans. J'ai été inspecteur de compagnie sur différents réseaux, agents, courtiers, CGPI, direct aussi sur le digital avec les premiers assureurs digitaux, les premiers courtiers qui faisaient de l'assurance en ligne. Et donc, ça fait maintenant 10 ans que j'ai pris l'option de créer des services pour les intermédiaires d'assurance, notamment indépendants, afin qu'ils bénéficient des outils quasiment équivalents à ceux que des réseaux captifs de compagnies pourraient avoir, notamment en termes d'outils digitaux, parce qu'on se rend compte que ça évolue très vite et que les Et intermédiaires n'ont pas par toujours les exemple, ressources. quel Les, type les- de produit tu as mis en place? Si tu peux nous donner des exemples de... oui, notamment là, il y a 3-4 ans, nous avons mis en place un outil qui permet aux courtiers qui pratiquent les assurances collectives, un outil qui permet la lecture simplifiée des conventions collectives. Et qu'on a modifié un petit peu en janvier 2013 quand l'ANI a été voté pour que les courtiers, tous les courtiers membres d'Assurdeal Pro, donc puissent bénéficier d'une lecture simplifiée des clauses de désignation. Voilà. Donc ça a été le D'accord. premier outil. Et après, on a lancé une plateforme d'achat-vente de portefeuille entre courtiers et ensuite des sites internet qui sont mobile friendly, comme on dit, c'est-à-dire compatibles avec le nouvel algorithme de Google du 21 avril Tout à fait. prochain. Voilà. D'accord. Ok, donc ta présentation rapide. Et là, tu te trouves à l'île Maurice en ce moment Voilà, même. j'ai pris l'option, effectivement, comme j'avais besoin d'une équipe bilingue, forcément bilingue et jeune, j'ai pris l'option de me sacrifier et de venir m'installer au soleil. Euh, donc je suis à l'île Maurice depuis 2 ans maintenant pour mener ce projet. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, je vais me présenter rapidement et puis après, on va attaquer les questions et on va attaquer l'interview. Donc, moi, je me nomme Florent Namèche. Je suis coach. Et oui, donc, qu'est-ce que je fais? Je mets en avant les gens que j'aime bien, les gens que je coach. Et puis, voilà, je suis coach en bien-être, en développement personnel, en même temps naturopathe, donc j'aime beaucoup la nature. Et j'organise des webinaires, j'organise des interviews, des leaders d'opinion, des personnes qui me semblent être en avance sur leur temps et qui aussi développent des outils, je dirais, dans le respect des autres. Voilà, ça me plaît. Donc, du coup, j'avais envie d'interviewer Guillaume dans ce sens, voilà, dans la bienveillance et avec respect. Voilà, pour moi, c'est important. Donc, Merci. et je me trouve là, notamment dans les Pyrénées. Donc, comme quoi, l'outil Internet est extraordinaire. On arrive à faire des choses à distance. Mais voilà, c'est la magie des webinaires, notamment. Alors, pour revenir au métier de l'assurance, tout à l'heure, tu me parlais donc de développement d'outils nouveaux pour aider les intermédiaires. Tu as donné quelques exemples, mais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous définir, pour celles qui nous regardent et qui sont sur le chat à côté, je rappelle que vous pouvez poser vos questions directes, hein, vous avez un chat sur le côté, je vais mettre un message, mais vous pouvez poser vos questions. Donc, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un intermédiaire d'assurance, s'il te plaît? Oui, effectivement, d'autant qu'ils ont souvent été plus ou moins menacés par les mandants ou par tout ce qui est assureur notamment, menacés dans le sens où le rêve de certains a longtemps été de se passer d'intermédiaires.
Un intermédiaire, c'est quoi? Il est le représentant des clients vis-à-vis des assureurs. C'est-à-dire que son métier, c'est d'être un comparateur naturel. C'est son métier de base, c'est sa vocation, c'est de prendre une problématique client et de la transformer en risque assurantiel, d'aller voir, de démarcher des compagnies d'assurance pour choisir celle qui propose la meilleure solution pour correspondre au mieux aux besoins et aux intérêts du client. Ça, c'est un intermédiaire. Alors, il y a intermédiaire, il y a deux types d'intermédiaires. Il y a ceux qui sont totalement indépendants, donc ce qu'on appelle les courtiers ou les conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour le patrimoine, et il y a les agents d'assurance. Et les agents d'assurance sont un petit peu indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont toute la logistique de l'assureur pour eux et avec eux, mais par contre à côté ils ont leur propre compte d'exploitation puisqu'ils sont comme des commerçants vis-à-vis de leurs clients. La grosse différence entre les deux statuts, c'est que l'agent représente la compagnie, son mandant, vis-à-vis de ses clients. Alors que le courtier ou le CGPI fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il représente ses clients vis-à-vis des compagnies. Et ça a un impact fort en cas de conflit entre un client et une compagnie d'assurance. Un agent, bien que certains se développent bien sur cet aspect des choses qui est la résolution des sinistres, c'est-à-dire qu'ils montent au créneau au niveau de la compagnie, et tous les agents n'ont pas cette puissance de feu et parfois donc appliquent ce que la compagnie a décidé d'appliquer en réponse au sinistre. Le courtier, lui, son job, c'est là où on voit la différence généralement, son job c'est de monter au créneau et de monter au créneau sans ambiguïté pour défendre les intérêts de son client. Voilà. D'accord. Ok, bah écoute, au moins ça a le mérite d'être clair. Dis-moi, là j'ai une question du partenaire de cette web conférence, Digital Insurance, qui demande que proposez-vous pour accompagner les intermédiaires d'assurance dans leur mutation digitale? Vaste sujet, la mutation digitale. Vaste sujet, pourquoi? Parce que aujourd'hui on n'entend plus que ça. Hein, on entend parler d'objets connectés, de wearables, voilà, tous les jours on nous dit qu'il faut être numérique. Il y a des hackathons qui sortent dans tous les sens. Donc celui qui s'intéresse un tout petit peu à ça se rend compte qu'on a l'impression d'être noyé sous une mutation très forte et très rapide. Alors, entre ce que les réseaux sociaux présentent comme étant une révolution et l'application effective, il y a quand même du temps qui va passer, mais attention, parce que on parle d'ubérisation des marchés, C'est quoi c'est cette vrai. ubérisation, c'est-à-dire? Ubérisation, c'est-à-dire c'est pour on reprend l'exemple d'Uber qui a révolutionné le marché du taxi dans le monde entier en inversant le rapport de force, c'est-à-dire que le client redevient le client des chauffeurs de taxi. C'est-à-dire que c'est lui qui a le choix pour sa course et surtout le chauffeur de taxi, le chauffeur Uber, est du coup au service du client, avec une qualité de service sans pareil par rapport à un taxi traditionnel. Je parle globalement, je ne parle pas de cas exceptionnels, mais ils ont quasiment accès à un service premium de taxi avec Uber. Et ça bouleverse l'écosystème des taxis dans toutes les grandes villes du monde. C'est-à-dire qu'en gros, demain, parce que moi je connais pas trop, tu sais, moi je vis dans les montagnes ici, on est perché complètement dans les Pyrénées, donc on n'a plus la télé, on n'a plus tout ça, et voilà. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, c'est le client qui décide de prendre son taxi. Enfin, voilà, parce que j'essaie de faire le parallèle avec l'assurance, parce que c'est vrai que le marché de l'assurance a complètement évolué quand on voit l'image de l'assureur assis dans son gros siège en cuir qui dépasse de 20 cm au niveau de la tête. Et aujourd'hui, quand on voit le marché de l'assurance, on se dit que ça va encore évoluer. Mais là, j'essaie de comprendre avec les taxis. C'est-à-dire que tu as des gens qui, eux, en fin de compte, toi, demain, tu peux être chauffeur de taxi, c'est ça le truc. Hein, tu as une application sur ton smartphone et tu te dis, tiens, je fais par exemple tous les jours Paris-Versailles et je peux prendre des personnes et toi, tu te connectes et tu peux aussi aller
aller prendre le taxi. Mais quel est le rapport avec l'assurance, quoi, du coup? Non, non, ça c'est l'autopartage. Uber, c'est un vrai taxi. Ce sont des gens qui sont hyper professionnels dans leur démonstration, mais ils font des courses qui sont moins chères, qui sont à tarif convenu, et donc ils ont inversé le système. Et surtout, on peut savoir exactement et précisément à quelle heure il arrive. On peut réserver par le biais d'une application sur un smartphone. Donc, D'accord. au lieu d'attendre pendant une demi-heure sur G7, par exemple à Paris, on a des réponses et surtout on a quelqu'un qui arrive, qui a Et du coup, le alors, sens de service. Ah, alors, du coup, dans l'assurance, concrètement, comment ça se transforme ça? voilà. Alors donc ce qu'on propose au niveau pour les intermédiaires d'assurance sur leur mutation digitale, c'est déjà de se poser la question. C'est essentiel de savoir ce que l'on veut faire du digital. Il faut ni en avoir peur, ni tout miser dessus. Miser dessus, ça veut dire qu'il faut des sommes colossales qui s'expriment en dizaines de millions d'euros pour devenir un acteur prépondérant sur le digital. Donc, c'est pas à la portée de tous les CGPI ou courtiers. Ne rien miser dessus, c'est de toute façon prendre le contre-pied de ses propres clients. On peut dire, non, moi mes clients, ça fait 25 ans que je les connais, et le digital, ils m'ont dit que c'était pas ça, sauf que le jour où ils vont céder leur cabinet, les clients, eux, auront évolué. Leurs propres enfants, au lieu d'aller sur un cabinet qui n'aura pas de dimension digitale, choisira soit le pire, c'est-à-dire des objets, des sites internet avec des algorithmes derrière qui feront le boulot, le pseudo-boulot d'un vrai courtier. Donc ça, c'est dangereux. Et surtout, parce que là, du coup, le lien entre le courtier et son client est rompu. Puisque s'il n'a pas la génération d'après, c'est-à-dire que la génération Y ou X dans son cabinet, ça veut dire que la valeur de son cabinet va décroître au fil du temps. On ne peut pas ne pas répondre à une réelle demande des clients. C'est pas possible. C'est-à-dire que l'évolution fait que les clients sont demandeurs d'accessibilité, de transparence sur tout ce qui concerne leurs biens et services. Et dis-moi, L'assurance en fait partie. au niveau des Pardon. risques, là j'ai une question du chat, j'ai une question de Yann qui nous demande est-ce que tous les risques sont numérisables? Alors, déjà, est-ce que tous les risques sont numérisables et lesquels ne le sont pas? Tu vois? Très bonne question, effectivement, merci. Je parle pas de risque, je parle de démarche. Le risque, c'est la conséquence. C'est-à-dire que la première des choses dans le digital, la première des choses, c'est de prendre conscience que la relation au client va devenir omnicanal. Et omnicanal, ça veut dire qu'il peut téléphoner, il peut être sur Internet, il peut arriver sur un courrier papier, et on le traite d'une manière identique ou adaptée par le biais d'un outil qui va permettre de centraliser toutes ces données, tous ces flux qui arrivent dans tous les sens, qu'on soit capable d'historiser les relations qu'on a eues avec cette personne. Voilà. Donc, tous les risques sont-ils numérisables? Non, bien sûr. Notamment les risques d'entreprise qui, eux, nécessitent une vraie expertise métier, un assureur qui fait des collectives ou des risques industriels, difficile de les numériser aujourd'hui, ou dangereux de les numériser aujourd'hui, parce que ces courtiers-là ont l'habitude d'aller sur place et de prendre in vivo, ou in situ plutôt, la réalité du risque qu'ils vont assurer. Le métier d'un courtier, c'est pas de faire signer le contrat. Le premier métier du courtier, c'est de comprendre une problématique et d'apporter les réponses. Le contrat n'étant que la résultante de cette démarche-là. Et ça veut dire quoi? Pour ma part, je crois que c'est justement ce qui va sauver le courtier d'une numérisation à tout crin, parce que justement, à ce moment-là, le courtier va justifier son intervention par une grande connaissance de son métier. Je mets un bémol. Il est sorti il y a quelque temps aux États-Unis un outil qui s'appelle Zenefits, qui a bouleversé le marché des assurances collectives. Comment? Ils ont apporté un outil qui permet de gérer la relation, les relations humaines, en permettant de simplifier
pour l'entreprise toute sa démarche RH, et notamment en termes de couverture. Et le fait de mettre cet outil à disposition leur a permis de gagner des dizaines de milliers de clients en assurance, puisque la gestion finale, c'est la mise en place des contrats d'assurance. Donc d'un outil, d'un logiciel intelligent, qui est réellement bien pensé, mais avec une vision globale. Les assureurs se sont jetés dessus pour mettre en place des solutions ouvertes avec une digitalisation totale des process. Ça, c'est une vraie innovation sur un métier qui semblait complexe à numériser. C'est pour répondre à la question. Tout n'est pas numérisable, mais attention, l'intelligence artificielle arrive, les investisseurs aujourd'hui ont tendance à vouloir se jeter à corps perdu sur ces solutions, pensant que ça peut remplacer tous les professionnels. Voilà, je pense qu'il y a une vraie expertise à mettre en avant et la spécialisation des courtiers et des CGP peut y aider. Ouais, je peux donner peut-être un exemple dans le monde du sport, par exemple, où on a des leaders comme Adidas qui créent des applications sur Internet ou sur smartphone qui permettent de contrôler son poids, par exemple, sa vitesse, ses calories, son entraînement sportif à disposition gratuitement. Et puis effectivement, après, il y a des ventes additionnelles qui sont faites derrière. Donc, est-ce que effectivement le marché de l'assurance va aller vers des produits connectés gratuits offerts aux clients Alors après, il faut que ça soit sexy dans le monde de l'assurance, c'est ça le truc, quoi. C'est sûr, quand c'est Adidas qui fait quelque chose ou un autre acteur, ça peut être sympa. Là, il faut rendre ludique les objets connectés, l'interactivité client et ludique même pour les professionnels. Ça, c'est un autre débat. Non, c'est un débat qui touche le digital, puisque nous lançons dans un mois et demi Finebrock.me, qui est un réseau social uniquement réservé aux assureurs et aux gens de la finance dans le monde entier, et rattaché à ce réseau social où les intermédiaires, tous les professionnels et les acteurs de l'assurance et de la finance vont pouvoir se parler, vont pouvoir faire de l'intelligence collaborative en menant à bien des projets communs. Une plateforme qui permettra aussi, qui sera mise à disposition des acteurs de l'assurance pour faire des hackathons, dont on parle beaucoup, pour faire de l'open innovation. Et les hackathons, c'est quoi ce truc? C'est de la création en commun sur une problématique exposée. Des groupes de travail se mettent à exprimer leurs solutions. Et c'est un concours. Donc aujourd'hui, ça se fait de manière physique, l'essentiel du temps. Nous avons développé des salles où les gens vont pouvoir travailler à distance, c'est-à-dire qu'on pourra faire des hackathons sur 5-6 pays différents, où les gens d'un même réseau, d'une grande compagnie d'assurance par exemple, pourront travailler dans tous les pays où ils sont représentés dans un même format. Voilà. Et sur ce réseau social, on lance, juste à coller à ça, une plateforme qui sera dédiée aux objets connectés que tu viens d'évoquer, parce qu'on considère que les premiers à devoir faire utiliser ces objets connectés sont ceux qui connaissent le mieux leurs clients, c'est-à-dire les courtiers d'assurance dans le monde entier. Donc, et c'est eux qui devraient les distribuer plutôt que ce soit distribué par les assureurs en direct, pour une raison toute simple, c'est que ces objets connectés génèrent des datas. Les datas, c'est de la connaissance client, et la connaissance client sont les affaires de demain. Donc, ça permet de mieux évaluer les risques futurs, et surtout, ça permet d'anticiper les ventes futures. Donc, notre souhait, notre démarche, c'est de dire, redonnons aux intermédiaires d'assurance cette capacité à générer du flux de data, du flux de données clients, parce que laisser aux assureurs le soin de récolter ces data, de les traiter, ça veut dire que l'intermédiaire perd l'essentiel de sa relation à son client. Alors, l'intérêt des data, et notamment du big data, c'est aujourd'hui, vous avez des logiciels clients qui sont obsolètes, pour la simple et bonne raison que vous pouvez très bien avoir
un client qui se comporte comme un père de famille la semaine, le week-end qui va se comporter comme un adolescent et aller faire du saut en parachute ou du paintball avec des copains, qui va manger un sandwich sur le pouce vite fait sur les quais d'une gare et le lendemain va se faire un restaurant étoilé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que eh bien, un individu, ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans des cases dans un logiciel client, mais c'est quelqu'un qui est complètement évolutif, qui tantôt va pouvoir louer une petite voiture pour ses déplacements et puis s'acheter une grosse berline. Donc aujourd'hui, on se rend compte que ça touche le marché de l'assurance, mais ça touche tous les marchés. Vous avez des personnes qui sont ultra volatiles dans leur comportement. Et effectivement, le data en direct, les informations qui vous arrivent en direct, vous permettent d'avoir la donnée exacte à l'instant T. Après, il faut pouvoir traiter ces données. Traiter le data, c'est une autre chose. J'ai une question, parce que j'ai beaucoup de questions sur le chat. Alors, Dominique demande quel business model pour l'assurance digitale. Alors, en gros, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour être présent sur l'assurance digitale aujourd'hui? Oui, c'est une question essentielle, effectivement. Est-ce que se mettre sur le digital, c'est pas se tirer une balle dans le pied? Ça peut être aussi perçu comme ça. Moi, j'ai assisté au premier courtier en ligne en France qui faisait, par exemple, pour l'assurance vie, du frais zéro. Et je me souviens très bien, j'étais inspecteur à l'époque et j'avais à la fois à gérer des CGPI traditionnels et celui qui est devenu le plus gros acteur dans ce domaine. Et effectivement, la question c'est de savoir si on doit travailler à frais zéro. Alors aujourd'hui, la question ne se pose plus dans l'assurance vie parce que de toute façon, travailler au-delà de frais zéro, on ne peut pas facturer quoi que ce soit sur un contrat d'assurance vie, sauf en banque où il représente l'essentiel des primes périodiques. Donc là, c'est plus facile de facturer des petites sommes. Donc le modèle économique, c'est les instances représentatives pensent aux honoraires. Et c'est effectivement une voie d'accès, mais c'est aussi les produits complémentaires. Jusqu'à présent, on a délaissé certains produits. Des produits qui ne rapportaient plus à l'unité parce qu'il fallait les vendre en ligne. Donc je pense notamment à l'assurance décès. Moi j'ai appris l'assurance par la prévoyance et on nous disait la première chose qu'on doit assurer chez un individu, c'est sa vie. Parce que sans ça, rien n'est possible derrière. On peut tout mettre en place, tout sera plus compliqué s'il n'est plus là. Donc l'assurance décès qui a été captée par les banques comme elles l'ont fait sur l'épargne périodique, effectivement, ça, par exemple, c'est une source de revenus complémentaires, une source de revenus qui peut être alimentée assez simplement, soit en vente additionnelle, soit en vente par démarchage à distance. Ça, c'est un des modèles. Mais de toute façon, dans la répartition du modèle économique, l'assureur joue un rôle important. C'est-à-dire que dans la conception même des produits, si les produits sont les mêmes en vente directe et en vente par Internet, effectivement, c'est compliqué de justifier que l'on applique des frais d'un côté et de l'autre. Et pas de l'autre, pardon, sur Internet où on fait du gratuit ou du pas très cher. Donc il faut vraiment qu'il y ait une différenciation entre une vente sur Internet qui doit être forcément un produit simple parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas expérimentés. Ce ne sont pas des assureurs qui vont prendre la décision de cet acte d'achat. Donc un produit basique, simple, et un produit à option du côté des intermédiaires. Pour répondre, et c'est pour ça que je pense que c'est important de mettre en place cette différenciation. Pour moi, le courtier peut être dissocié en deux grandes catégories. Il y a le courtier qui va faire du digital une arme de séduction massive et donc il va véritablement mettre en place une stratégie à la fois de conquête et en même temps de fulfillment pour le traitement des remontées, parce que c'est pas suffisant de communiquer et d'avoir des clients ou des prospects, il faut aussi les traiter derrière. Donc ça c'est super important. Donc il faut une organisation
accès client. Et de l'autre côté, ceux qui se servent du digital pour amener les clients à avoir des solutions beaucoup plus upgradées, beaucoup plus haut de gamme. Le courtier qui fait de la vente en particulier, en relation directe, son client, pour moi, c'est pas celui qui cherche le prix pour une habitation, le meilleur prix. Là, il va sur les comparateurs qui sont revendus à des plateformes offshoreisées la plupart du temps de compagnies d'assurance. Donc, le courtier, ça va faire comme pour l'assurance, comme pour les voyages, pardon. Les voyages. Aujourd'hui, les agences qui vendaient des billets de train et des billets d'avion ont disparu. Donc ça pourrait correspondre au contrat automobile des étudiants ou une chambre louée pour 6 mois, etc. Le courtier n'a pas de valeur ajoutée là-dedans. Il va se retrouver avec des frais de sinistre parce qu'il y a souvent des sinistralités importantes sur ces petits contrats. Il devrait laisser ça aux grands assureurs qui ont des plateformes pour se concentrer sur le risque haut de gamme, où là, il a une véritable valeur ajoutée à apporter. Donc, et là, j'ai une question en direct. Est-ce que la véritable révolution pour que le marché de l'assurance digitale explose ne viendrait-elle pas plutôt directement des compagnies d'assurance qui, en fin de compte, participeraient à la création des tout risques sauf, c'est-à-dire un contrat simple qui liste exactement ce pourquoi les clients sont assurés, enfin ce pourquoi ils ne sont pas assurés en fin de compte, et voilà, est-ce que c'est pas ça en fin de compte qu'attend le marché en disant bah voilà, demain vous êtes assuré pour ça, et tout le reste c'est pas pris dedans quoi, un contrat simple et pas des pages et des pages écrits en langue qu'on ne comprend pas, que personne ne comprend. Est-ce que c'est pas ça qui ferait exploser complètement le marché, qui permettrait d'avoir un marché beaucoup plus fluide au niveau des contrats que tous ces contrats illisibles et incompréhensibles? Alors c'est un vieux rêve que je poursuis depuis 15 ans. Effectivement, d'imaginer une solution où on s'aperçoit que quand on fait un GPS de ses assurances, de ses propres assurances, on est surcouvert pour certaines choses et pas assez pour d'autres. Mais comme je suis novice, le client qui fait ce travail-là, le fait d'identifier qu'il n'est pas assez couvert pour certains risques, c'est quelque chose d'assez obscur pour lui. Donc, effectivement, on peut à ce moment-là encore révéler une grande menace si un jour un acteur du type de Wealthfront pour le patrimoine, qui a révolutionné, qui est en train de révolutionner aux États-Unis la gestion de patrimoine, où les gens peuvent rentrer leurs données et l'outil restitue automatiquement, par le biais de l'algorithme, des solutions. Hein, il a collecté 2 milliards de dollars en espace de quelques années, donc l'équivalent d'un bon asset manager sur plusieurs dizaines d'années de collecte. Donc c'est un véritable, ils disent que c'est disruptif aux États-Unis dans la manière de gérer son patrimoine, mais si ça l'est sur la gestion de patrimoine, ça pourrait venir, donc par le biais d'un outil de ce type-là, qui fasse le bilan en fait assurantiel de la personne pour le confronter à ses besoins réels. C'est effectivement aujourd'hui largement faisable avec la technologie d'intelligence artificielle, mais je suis pas sûr que les courtiers sortent bénéficiaires de ce type de démarche. Ou alors il faut qu'ils soient. On a une question de Dominique qui dit mais les courtiers grossistes par exemple ont-ils vocation et même les moyens de construire des offres digitales par rapport aux énormes compagnies qui eux ont les moyens. Voilà, aujourd'hui, comment on peut faire? Demain, admettons, tiens, je suis courtier grossiste ou tu as affaire à un courtier grossiste. Comment lui il peut faire ou elle pour bien être digital sans non plus avoir les contraintes des flux d'informations à traiter, parce que c'est vrai qu'une fois que vous êtes sur Internet ou sur des objets connectés, vous avez des données, il y a des clients qui rentrent, il y a des mails qui rentrent, ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'il y a un grand rêve aussi de certains courtiers d'être sur Internet et d'avoir des clients qui viennent d'Internet, mais quand ça rentre, c'est un flux continu permanent d'informations données, donc il y a plusieurs phases, quoi. Il y a la première phase, c'est
Est-ce que les courtiers grossistes ont les moyens de le faire ou les courtiers ont les moyens? Comment derrière gérer les flux et comment transformer les flux en clients, quoi. Il y a vraiment 3 étapes. Comment, à ton avis, Alors, comment... sur le rôle des courtiers grossistes dans cette révolution, je pense que peu vont être armés et outillés pour y répondre. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est-à-dire que si les assureurs ont déjà l'impression qu'ils peuvent se passer des intermédiaires, avec des solutions online et pensées, etc., à quoi va servir le courtier grossiste? Parce que s'ils se disent que finalement les solutions sont opérables à distance, bon, les risques sur lesquels ils ne souhaitaient pas aller jusqu'alors parce que c'était beaucoup de contraintes de mise en place, ça voudrait dire que certains courtiers grossistes pourraient être assez rapidement écartés du jeu sur certains risques. Ça peut prendre 10 ans, mais quand on voit le modèle économique de la nouvelle économie, on se dit qu'il y a peut-être, s'il y a un intermédiaire de trop, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le courtier qui est en direct avec le client, ou est-ce que c'est celui qui est entre l'assureur, le porteur de risque, et le courtier? Donc celui qui porte le risque est celui qui connaît le client, mais au milieu, c'est celui qui a défini une gamme de produits que l'assureur ne voulait pas porter antérieurement. Donc, si j'ai compris, ce que tu dis, c'est qu'en gros, ceux qui vont résister, ce sont ceux qui connaîtront bien leurs clients. Oui, c'est ceux qui sont prêts à une révolution organisationnelle dans leur métier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les grossistes, la bonne idée et le bon modèle de grossiste, c'était de trouver des idées sur des produits. C'était ça la révolution. Demain, c'est pas essentiellement le produit, parce que l'assureur a fait beaucoup de progrès là-dessus, et est capable de sortir des produits dans des temps records et des produits innovants. Pour moi, c'est surtout celui qui va avoir une solution complète, une solution où le courtier ou l'intermédiaire n'aura plus à se poser la question entre de choisir tel produit ou tel produit, mais choisir telle solution de A à Z. C'est-à-dire l'accès client, donc une transparence, un prix correct, des solutions innovantes au niveau des garanties, une souplesse des produits modulaires peut-être. Et est-ce que tous les grossistes actuels sont en mesure d'intervenir financièrement dans la mise en place d'une telle organisation qui est pour la peine et révolutionnaire par rapport à leur mode actuel d'organisation? Justement, il y a une question aussi sur le chat par rapport aux grossistes et notamment à l'assurance construction. On voit que sur un risque qui est quand même à la base complexe, et il y a encore une quinzaine d'années, il n'y a pas grand monde qui aurait misé sur l'assurance construction sur Internet. Et aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que les grossistes sont très présents sur ce marché et qu'il y a de la demande aussi de la part du client final sur Internet. C'est vrai. Mais certains grossistes ont été rachetés par des assureurs. Dans la construction, AXA a racheté un assureur important du risque construction, parce que justement, au bout d'un moment, il faut une taille critique. Parce que les investissements à faire pour apporter un service que les clients attendent, ça nécessite des ressources de plus en plus importantes. Et les marges ayant tendance à se tendre considérablement sur tous les risques, et notamment avec les directives européennes qui imposent aux assureurs des marges de protection élevées, ce qui fait que les risques deviennent complexes à assurer, ou à réassurer. Et aujourd'hui, par rapport à l'assurance digitale, parce que bon, on parle des intermédiaires, on parle des grossistes, mais on oublie peut-être un peu le client final, le client par exemple professionnel, peut-être qui intéresse aujourd'hui peut-être un peu plus de monde sur Internet. Sur quel type de marché l'assurance professionnelle fait des requêtes? C'est-à-dire que demain, est-ce que, par exemple, il y a des clients qui vont taper, je sais pas, assurance vie sur Internet ou assurance je sais pas, collective. Et est-ce qu'il y a des marchés qui sont complètement aujourd'hui écartés du digital? Voilà. Est-ce qu'il y a des marchés qui ne sont pas du tout
impacté par le digital où il n'y a pas de requête, il n'y a pas de demande ou peu de demande. Contrairement, par exemple, à l'assurance construction, où il y a beaucoup plus de demandes sur Internet. Est-ce qu'il y a des marchés aujourd'hui qui sont, on va dire, soit à l'abri du marché digital ou qui attendent une révolution? Voilà, est-ce qu'il y a des marchés comme ça qui sont... Alors, en termes d'assurance, il faut savoir que l'assurance et plus globalement la finance représente 65% des recettes de Google sur les mots-clés Ah oui. dans le monde. Donc, c'est violent. Est-ce que tu sais à peu près combien coûte un mot-clé Google? Enfin, globalement, l'achat d'un mot-clé, on est peut-être hors sujet, je sais pas, ce que tu... Non, non, mais le marché, le patron de Google, quand il est venu à une conférence il y a 1 an et demi, à une conférence à Paris, il y avait tous les assureurs et c'était sur le SEO, c'est tout ce qui était touché au référencement gratuit et payant. Et à un moment donné, le CEO de Google est intervenu et il a douché absolument tous les assureurs. Alors d'une part, il annonçait qu'il se retirait du marché pour l'instant de la comparaison, mais il annonçait aussi là une mauvaise nouvelle pour les assureurs, c'est qu'il donnait un exemple clair, c'est qu'aux États-Unis, le coût moyen d'un clic, c'est 25 $. Et qu'en Europe, aujourd'hui, le coût moyen en clic en assurance est de 12 $. Et donc les assureurs attendaient avec impatience ce qui allait se passer, et ils disaient, mais il faut s'attendre à ce que l'Europe rejoigne le prix moyen des États-Unis. C'est pas l'inverse, c'est pas la réduction. C'est la position les budgets référencement sont explosifs. Alors donc on fait le ROI est suivi à la trace par les équipes. On a embauché, on a formé des gens. C'est quoi le ROI? C'est le retour sur investissement. Donc il calcule spécifiquement sur chaque clic, chaque gamme de clics, le retour, parce que ce sont des sommes qui sont rapidement colossales pour les assureurs. Donc une erreur de formulation d'un lien sponsorisé peut avoir des conséquences coûteuses, pour le moins. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, demain, admettons quelqu'un qui est courtier, il veut, par exemple, tu veux acheter un mot-clé, on va prendre assurance voiture. Le client lambda il va sur Internet, il va dans Google, il tape assurance voiture, il tombe sur ta pub, il clique juste le fait de cliquer d'accéder à ton site, ça a un coût aux États-Unis entre 12 et 25 $, et en France on est à peu près entre 12 € et 20 €. La moyenne en Europe, il a dit que la moyenne en Europe, c'est 12 $, effectivement. Voilà, et ça va arriver sur les coups de 25. Donc c'est-à-dire que c'est d'acquisition client sur Internet. Je ne t'entends plus. Les coûts, eux, ont augmenté. Donc effectivement, là, il faut se poser la question de la légitimité d'une stratégie Internet aujourd'hui. C'est aujourd'hui, quelle légitimité aujourd'hui, effectivement, ont certains courtiers à être sur Internet? Quel coût, quel investissement, quel retour sur investissement? Et ça, aujourd'hui, comment on peut mesurer ça? Comment tu peux, toi, mesurer et dire, bah voilà, tiens, admettons, toi, tu as quelqu'un qui est intermédiaire d'assurance, qui vient te voir ou qui se connecte à tes services, et comment faire pour gagner de l'argent sur Internet, parce que là on parle beaucoup d'investissement. Je trouve que c'est intéressant. Il faut payer. Mais à un moment donné, il y a un courtier, il y a une entreprise, il y a des charges. C'est une question fondamentale pour le courtier. On me pose souvent la question, est-ce que vous faites des sites internet? Non. On fait pas de site internet, on offre des sites internet aux courtiers, des sites qui sont optimisés pour le référencement, où on permet d'acheter du contenu à des conditions favorables. Et ce sont des sites qui sont mobile friendly, donc qui sont modernes. Alors pourquoi on les offre? Parce que acheter aujourd'hui un site internet n'a aucun sens économique pour un intermédiaire. Dépenser 1000, 2000, 5000 € dans l'achat d'un site internet, pour un intermédiaire d'assurance, il vaut mieux se payer les vacances avec ce budget. Parce que de toute façon, ce qui est important pour un intermédiaire, c'est d'être vu. C'est-à-dire, c'est le nombre de fois où les gens vont venir sur le site et vont cliquer en disant « je veux une information ».
Donc ça, si ces 5 000 € elles servaient à quelque chose, ça serait pour acheter des mots-clés éventuellement, mais les mots-clés de toute façon sont tellement chers parce qu'ils sont phagocytés par les institutions, comme les compagnies d'assurance et les banques et les comparateurs, etc. Ça n'a aucun sens économique. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'option de dire on mutualise en fait les outils pour que le courtier ou le CGP ait à ta disposition des outils aussi performants ou plus performants techniquement qu'un agent ou qu'un banquier local, avec un site moderne, à jour, et qui lui nécessite zéro temps pour l'hébergement, le référencement, etc. Donc, ça doit être comme le téléphone. On offre le téléphone et à l'intérieur, après, on essaie le courtier peut acheter de la visibilité supplémentaire pour augmenter encore. Et le site en lui-même n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien de faire un joli site qui sera vu par 3 personnes. Donc investir 5 000 € dans un site pour un courtier ou un CGPI, aucun intérêt. Si ces 5 000 € ou ces 2 000 € doivent être dépensés, à ce moment-là, c'est pour faire voir un site qui, lui, n'a rien coûté. C'est pour audiencer un site qui n'a rien coûté. D'accord, oui. Parce qu'il faut quand même avoir un site internet. Sur ces cartes de visite ou autres, il y a quand même des clients qui vont voir, qui veulent aussi savoir ce qui se cache derrière certains courtiers, parce qu'il y a des courtiers qui sont peu présents en physique, hein, vu le coût des locaux, les taxes sur les enseignes et autres. Il y a de plus en plus de courtiers qui se mettent, qui se retirent des pas de porte, entre guillemets, pour être présents sur Internet. Donc, et dis-moi, j'ai une question là du partenaire, hein, Digital Insurance, par rapport aux réseaux sociaux. Quel rôle aujourd'hui un intermédiaire, un courtier peut avoir avec les réseaux sociaux et surtout comment transformer grâce aux réseaux sociaux? Quel est le rôle des réseaux sociaux, parce que c'est hyper chronophage, oui. Et comment comment être un acteur et transformer grâce aux réseaux sociaux? Très bien. Effectivement, c'est un vecteur dans lequel on peut se noyer ou exploser. Si on n'a rien à dire, il vaut mieux éviter de le dire. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être présent pour être présent et de faire 3 tweets sur Twitter ou juste de relayer de l'info sur LinkedIn uniquement pour ça. Parce que les lecteurs des réseaux sociaux sont très exigeants. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser aux comptes où il y a du contenu propre. C'est-à-dire que sur un compte Twitter, on a peut-être 50 ou 60 ou 80% des éléments qui sont publiés qui sont du retweet. Mais il faut qu'il y ait du contenu propre. S'il n'y a pas de contenu propre, du coup, on va se retrouver avec un journal en ligne, mais autant prendre un Scoop.it. C'est plus agréable, c'est plus joli, ou un Instagram plutôt qu'un Twitter. Twitter, ça doit véhiculer la démarche et l'esprit, le ton de l'intermédiaire. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des réseaux sociaux pour les intermédiaires, c'est que ça leur permet d'audiencer leur site. C'est-à-dire que quand ils font des publications sur leur site internet, et de les audiencer sur LinkedIn et sur Twitter, je crois pas beaucoup à Facebook pour les intermédiaires d'assurance. C'est ni Facebook ou Instagram, Pinterest, c'est bien, mais pour celui qui a des contenus photos, par exemple, parce que l'essentiel des partages sur Facebook, notamment, sont des partages photos. Après, ça peut être des photos de sinistres, mais bon, je sais pas si ça fait rêver. Voilà, en plus. Bon, donc non, mais c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les réseaux où ils ont leurs propres clients. LinkedIn, c'est un vivier de clients. C'est là où il y a tous les profils idéaux pour faire de la prospection. Il y a les chefs d'entreprise, il y a les directions des compagnies, des sociétés. C'est aussi un endroit pour recruter des bons. Donc il faut s'y montrer, mais s'y montrer avec quelque chose à dire. Pas s'y montrer pour dire je suis là et faire la résolution d'un problème mathématique comme on voit certains qui, pour être présents, postent des photos de belles voitures, de machin sur LinkedIn, et ça c'est juste hors course.
Il faut parler de son métier. La seule chose, le courtier ou le CGPI exerce un métier que les gens ne comprennent pas la plupart du temps. Il n'y a rien de mieux que d'expliciter, de vulgariser quelque chose qui semble éminemment complexe pour un kidam. Les réseaux sociaux permettent ça. Et quand on a donné un ton, une ligne éditoriale à son propos, à ce moment-là, on crée ce que l'on appelle une communauté d'intérêt, une communauté où des gens vont se mettre à retweeter ce qu'on a publié, et là, audiencer et créer cette communauté. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a du sens. Je rajoute juste une chose. Tu parlais de chronophage. Effectivement, les réseaux sociaux, surtout Twitter, c'est énormément de temps. Mais il y a des temps pour Twitter. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tweeter à des moments où il n'y a personne. Le matin tôt, il y a une forte animation en France, et en fin d'après-midi, ça commence à se remettre à tweeter vers 18h. Là, ça tweet à tout va. Si la personne n'est pas disponible, il existe des outils de publication différés qui sont Buffer, par exemple. Buffer qui permet de dire, voilà, je veux que ce contenu-là soit publié à telle heure. Ce qui permet d'animer simplement son compte Twitter, même quand on est devant son client à l'autre bout de la ville. On a l'impression que le courtier ou le CGPI est en ligne pour faire sa publication, et non, il s'est aidé d'un outil qui est gratuit, Buffer, et qui permet de publier à l'heure que l'on a sélectionnée. Et aujourd'hui, alors moi j'entends bien tout ce que tu dis et je comprends. Est-ce qu'il ne faut pas soit embaucher ce qu'on appelle des community managers, je crois que c'est ça, c'est des gens qui gèrent la présence sur des réseaux sociaux, qui créent des contenus, parce que en gros, pour résumer, c'est avoir un site internet ou avoir un blog à la limite, et puis créer du contenu, et puis après le partager sur les réseaux sociaux, du contenu dynamique. Mais ça, c'est vrai que c'est très chronophage. Pour aujourd'hui, pour écrire un article, tu peux quasiment passer, en plus pour qu'il soit cohérent, il faut à peu près 1000 mots aujourd'hui, à peu près pour que Google aussi absorbe ce contenu. C'est-à-dire qu'on rentre aussi maintenant, moi j'ai le sentiment, dans un espèce d'entonnoir où on passe un temps colossal à communiquer, et est-ce que les personnes qui nous écoutent se disent, bah ouais, mais moi, moi je suis courtier ou moi je suis intermédiaire d'assurance, est-ce que mon job c'est pas, là ça devient peut-être, tu vois ce que je veux dire, un peu du délire. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Est-ce que c'est délégable? Et puis, est-ce qu'il y a des solutions, quoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des intermédiaires qui doivent être complètement perdus dans tout ce système, qui bouge à une vitesse folle et avec un temps. Parce qu'après, il y a le métier d'assureur, quoi, aussi derrière. Tu vois? Et non, je pense que ça n'a pas de sens pour un courtier, un CGPI, c'est-à-dire qu'un cabinet qui comprend 2 personnes, de faire appel à un community manager. Pour 2 raisons. Pour moi, ces profils-là s'adressent à des compagnies d'assurance ou à des courtiers qui ont décidé de miser quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros par an en communication pour la conquête de nouveaux clients sur Internet. Mais ces gens-là ont l'organisation de traitement des remontées. Quand on est 2, 3 dans le cabinet, il y a la différence entre un cabinet de 2, 3 personnes et la banque locale, c'est qu'il y a un ton. Pourquoi les gens viennent souscrire chez un intermédiaire d'assurance? C'est parce qu'ils aiment, ils apprécient le ton et la perception et les convictions liées au travail développées par le cabinet. On adhère, c'est comme un commerçant, on adhère à un ton dans la relation. Et déléguer ça, quand on est 2, 3, à un professionnel qui va faire ça de manière mécanique, ça serait dommage. Je parle de publier des petits contenus, etc. Je pense que ça doit être le reflet de l'âme du professionnel, du courtier, du CGPI. Dis-moi, j'ai une question. Oui, c'est peut-être que je te coupe. Vas-y, si tu veux terminer. J'avais juste un complément. Par contre, sur les textes, sur la rédaction d'articles ou de dossiers, ça, effectivement, je pense que ça peut être délégué à des professionnels parce qu'ils vont faire non seulement un contenu qui peut être contrôlé par le courtier ou le CGP
Ça, c'est ce qu'on propose effectivement, de l'aider à rédiger des contenus optimisés pour le référencement. Voilà. Ça, oui. Mais tout ce qui est Twitter, c'est-à-dire démarche dans les réseaux sociaux en étant réactif sur des événements, etc., ça doit respirer l'âme de l'intermédiaire. Alors j'ai deux questions, mais alors j'en ai une sur le Web2 Store de Digital Insurance qui vous dit, mais alors l'assurance des intermédiaires sont-ils concernés par le Web2 Store? Alors c'est quoi déjà le Web2 Store Ça fait partie des mots-clés importés et qui effectivement sont omniprésents dans l'univers des médias ou des réseaux sociaux actuellement. Le Web2 Store, c'est ce qu'on appelle aussi le repos, c'est-à-dire on va chercher sur Internet des prospects en demande et on les amène à la souscription en agence. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Ma conviction d'Internet, c'est qu'il y a, au début, dans les années 2000, IBM communiquait pour dire les commerçants locaux, faites un site Internet, et vous allez pouvoir vendre vos sardines à l'autre bout du monde, au Groenland. Et non, à l'autre bout du monde. C'était ça l'idée d'Internet à l'époque. C'est tu es un commerçant de proximité, tu peux vendre au bout du monde. Sauf qu'aujourd'hui, on a 10 milliards de sites sur Internet, et se repérer là-dedans, parfois, c'est une sinécure. Donc, moi, mon propos, c'est de dire, Internet, aujourd'hui, doit servir à faire l'inverse, c'est-à-dire à aider de nouveau ceux qui sont en recherche à trouver quelqu'un à côté de chez eux. Parce que, je ne sais pas si ça fait l'expérience, mais trouve sur Internet, tu mets courtier dans ma rue, machin, tu vas avoir 3 pages de compagnies d'assurance qui sont à l'autre bout, Paris, à Niort et machin, une page avec des comparateurs, une page avec des sites de parking, une page avec des faux sites, et pour trouver le site internet d'un courtier qui habite à côté de chez toi, c'est juste voilà, un chemin de Damas. Donc du coup, l'idée qu'on véhicule là-dessus sur le Web2 Store, c'est de dire déjà on mutualise, donc on crée un portail commun pour les assureurs, assureurconseil.fr, et pour les CGPI, investissement patrimonial. Et ce sont des expériences qu'on tente, donc il y a des gens, des courtiers, des CGP qui reçoivent des demandes en direct de la part d'internautes. Et parce qu'ils ont fait la géolocalisation, ce travail de géolocalisation. Ça, le courtier ou le CGP n'a absolument rien à faire. C'est quelque chose qui lui devient. Donc le Web2 Store, pour moi, c'est ça. Ça peut pas être un courtier tout seul qui met un site en ligne et qui dit j'attends, ou je dépense beaucoup d'argent en référencement, parce qu'il ne pourra jamais lutter face à des gens qui investissent des millions d'euros tous les ans en référencement. Il faut que ce soit mutualisé et surtout sur une plateforme indépendante. Et est-ce que tu penses pas, enfin en tout cas, que ça peut être la grande surprise de l'évolution d'Internet et du digital dans les 10-15 prochaines années, où en fin de compte, on va avoir un système Google avec le mobile friendly, excusez mon English, où on dit bah tiens, moi je suis dans cette rue-là, j'ai besoin d'un fleuriste ou d'un assureur, et automatiquement il vous reroute 3 rues plus loin ou ainsi de suite. Et est-ce qu'en fin de compte, on va pas arriver à un système où les flux humains, les personnes qui marchent dans la rue, même en dehors des voitures, parce qu'on se rend compte que maintenant être en voiture, c'est un calvaire, on peut pas se garer, on peut aller nulle part quasiment, qu'on est comme des cons en bagnole maintenant. Ça devient c'est incroyable. Et est-ce que en fin de compte, c'est pas ça qui va vraiment révolutionner le marché de l'assurance, de dire bah, tiens, moi je suis un client lambda, il me faut ça, je tape ça sur mon smartphone et automatiquement Google me dit, ou un autre intermédiaire en recherche me dit bah tiens, t'en as un à 2 mètres. Parce que c'était ça le truc. C'est vrai qu'il y a quelques années, eh bien, on allait chercher très loin, comme tu disais, des sardines au Groenland, alors qu'à côté, à 10 km ou à 5 km de chez soi, on avait un producteur de sardines. Et, voilà. Moi, ma conviction là-dessus, c'est que les sites internet, de toute façon, sont condamnés à. Tu parlais d'un horizon de 10 ans. Le site internet, c'est quelque chose qui va mourir dans très peu de temps, dans les 5 ans qui viennent, etc. Ce n'est pas l'essentiel d'une démarche digitale. C'est une conséquence. Il faut l'avoir
parce qu'aujourd'hui ça se passe comme ça, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas investir d'argent là-dedans. Ça n'a pas de sens. C'est voué à disparaître parce que les gens sont et seront de plus en plus connectés. C'est-à-dire que demain, c'est les outils connectés qui vont générer les demandes aux courtiers pour Et concrètement, améliorer. c'est quoi un outil connecté? Moi, j'y connais rien et je t'avoue, tu vois, j'ai même pas de montre. Tu vois, Hum. on se repère avec le soleil. Voilà, on sait à peu près quand il se lève et quand il se couche, quand on va dormir, toi dans les montagnes. Mais toi qui es connecté, c'est quoi un objet connecté? Concrètement, pour un assureur, s'il devait y avoir un objet connecté pour un assureur plutôt IRD, un assureur plutôt vie, ça serait quoi concrètement? Les Mais deux trois outils connectés qu'il faut avoir ou qu'il faut que les clients aient. c'est tout. Ce sont des objets qui existent déjà dans leur première version, mais qui vont être amenés à se développer encore et interagir surtout beaucoup plus. C'est pour ça on veut en faire partie sur Finebrook, par exemple. Aujourd'hui, il y a la domotique qui est connectée, où on peut suivre à distance ce qui se passe dans sa maison, ce qui se passe, mettre la température qu'on veut, ouvrir les stores. Ça existe déjà. Arrêter l'alarme, voir allumer une caméra, ça existe déjà. On n'est pas dans la science-fiction. De l'autre côté, la voiture connectée, le as Your Drive, qui n'a jamais fonctionné en France et qui permet de payer l'assurance au kilomètre réellement constaté, réellement effectué. Ça, c'est quelque chose qui a été compliqué à mettre en place, surtout en France, mais qui est l'avenir de toute façon. Demain, on commence à arriver à la consommation d'usage sur les biens comme les voitures, où on peut louer sa propre voiture quand elle ne sert pas. Hein, on la met à disposition de quelqu'un, son fer à repasser pareil, sa machine à laver. On en vient à la consommation, à l'usage, et non plus à la détention. L'assurance demain peut aller vers une révolution de ce type-là, de dire effectivement, comme on l'a fait sur les voitures où on paye le kilomètre effectué, on peut payer son assurance en fonction du risque réel, mais pas où j'estime un an à l'avance ce que je vais faire, et donc je dis je ne saute pas en parachute, et puis à un moment donné je suis en vacances, je saute en parachute, donc il faut souscrire une assurance complémentaire. Demain, c'est quelque chose qui pourra se faire directement en ligne en disant mon risque augmente à ce moment-là, mon assurance augmente à ce moment-là, mais pas pour un an, Alors pour là, l'usage que j'en fais. il y a Laure qui nous parle de Mobile First. Je sais pas ce que c'est ça. C'est quoi ça? C'est un. Je connais pas. La quoi? Mobile First. Ah, si C'est un elle outil peut connecté préciser. peut-être. Elle peut préciser sur le chat. Bon, on attend avec Ah oui. impatience une précision. Et effectivement, bah, là, ça demande. Moi, j'ai le sentiment à t'écouter voilà, c'est que la révolution entre guillemets ou l'évolution du marché vient des clients, d'accord? On demande aux intermédiaires de s'adapter, mais c'est surtout aux fournisseurs, aux compagnies voilà, c'est surtout eux qui vont devoir vraiment s'adapter. Parce que concrètement, comme tu le dis, bah, demain j'ai besoin d'une assurance parachute ou demain bah, je suis artisan et puis tiens, il me faut une décennale, mais bon, comme c'est cher, je vais juste en prendre que pour un chantier, le reste, tant pis, je prends le risque pour moi en disant bah attends, je suis prêt à payer de mes deniers personnels si je me plante sur un chantier. Par contre, celui-là, ça c'est un gros chantier. Voilà, j'ai besoin d'une assurance décennale, mais que pour ce chantier-là. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de produit comme ça. Non, mais on va aller vers ça. Groupama, en lançant son courtier en ligne, avait innové justement là-dessus. J'ai plus le nom en tête, mais c'était déjà un début dans cette voie-là, de dire je peux résilier mon assurance à tout moment quand je n'en ai plus besoin, et je peux justement faire Oui, c'était à ma guise. à C'est ma guise. ça. Merci. Voilà. Mais je crois il y a eu ils ont été submergés par les demandes et ça a été, alors ça a été une grande réussite d'un point de vue communication. Par contre, techniquement, gérer les flux, gérer les clients. Aujourd'hui, bon, moi j'ai pas de télé, donc je peux pas savoir ce qui se passe dans ce truc-là, dans cette boîte noire, mais peut-être que tu as une télé chez toi et qu'il y a encore des pubs qui tournent pour un Maguise. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui sur ce marché-là de dire, ben ok, t'arrêtes quand tu veux, tu repars, tu fais ce que tu veux, t'as l'assurance. Voilà. Comment tu calcules le coût Les voitures, les voitures de demain sont des voitures qui vont être connectées. On parle aujourd'hui des voitures qui se conduisent toutes seules, par exemple. Donc elles sont hyper connectées. Donc l'assureur pourra calculer en temps réel le coût, le risque que tu représentes par rapport à ces critères.
t'as pris une route de montagne, c'est peut-être pas la même chose que si tu prends l'autoroute dans la Beauce. Voilà. Donc c'est tous ces paramètres, l'accumulation de tous ces paramètres, big data, vont servir à justement à démutualiser le risque pour le rendre réel. C'est-à-dire que tu paieras pour une consommation d'usage et non plus une consommation moyenne mutualisée sur tous les assureurs. D'accord. C'est-à-dire que, bon, comme le disait Laure, c'est le mobile first, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le téléphone mobile qui va servir d'interface. Tout à fait. Oui, exactement. Oui, ta voiture, tu vas le poser dans ton frigo, ça va te dire combien tu as de carottes, combien tu as de choux, tu vas le mettre dans ton je sais pas, ça va se connecter à ton chauffage et ainsi de suite. Mais justement, bon, je pense que même le téléphone, c'est déjà dépassé. D'accord, mais aujourd'hui, dans tout ça, dans les objets connectés, dans l'assurance digitale, mais l'intermédiaire, le courtier qui crée sa valeur ajoutée sur le rapport humain, sur le conseil, sur la proximité, la connaissance. Aujourd'hui, comment lui peut s'intégrer dans ça, quoi? C'est ça aujourd'hui. C'est une opportunité inespérée. C'est-à-dire qu'on arrivait à un moment où les marges se réduisant d'année en année chez les assureurs, elles commençaient à contraindre les intermédiaires. Les intermédiaires en plus de cette logique économique destructrice pour eux, ils ont avoir affaire à la directive européenne ou aux directives européennes pour les uns et les autres, les courtiers et les CGPI, qui leur génèrent des coûts supplémentaires, qui les mettent en risque individuellement et professionnellement. Donc, l'accès à la numérisation et à l'économie digitale va permettre de simplifier la collecte de données, ne serait-ce que ça. Aujourd'hui, un intermédiaire, on lui impose, quand il fait souscrire un contrat, d'avoir une somme de données phénoménale. Mais ça veut dire qu'il faut passer un quart d'heure, 20 minutes, juste à saisir le nom, prénom, le machin, le risque, juste ça. C'est le devoir de conseil, notamment, quoi. Voilà. Et ça va être simplifié par la centralisation des données, qui vont faire que demain, quand une personne aura un profil quelque part, on pourra aller piocher dans ce profil, il donnera l'autorisation pour aller piocher dans ce profil, qui permettra de ce gain de temps. C'est comme un salé de zéo pour les informations professionnelles, mais ça sera un salé de zéo pour les données personnelles. Eh ben, écoute, c'est beau ce que tu dis, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble, ça c'est passé vite. Est-ce que tu as des choses des informations à apporter, voilà, pour conclure, Guillaume? Alors j'ai deux choses. La première chose, je crois à l'efficacité et l'efficience des intermédiaires en assurance et patrimoine. Je pense qu'ils vont survivre à ce passage dans cette nouvelle étape, comme ils ont survécu à toutes les autres auparavant. Je pense que c'est une valeur ajoutée sans égale pour les fournisseurs, pour les compagnies d'assurance, etc. Donc je pense que personne ne peut s'en passer, ni les clients qui ont besoin d'un ami près d'eux, c'est-à-dire d'un expert qui sache exactement de quoi il parle, auprès d'eux face à des institutions qui sont mastodontes. Donc je pense que c'est un élément clé, et les compagnies qui sont gigantesques ont besoin de quelqu'un qui soit disponible le plus souvent dans une vraie proximité, et la proximité n'étant pas forcément d'être à côté, mais d'être disponible à la fois à l'écoute et en même temps dans les plages horaires d'un client réel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voulais remercier tous les participants et toutes les questions auxquelles j'ai pu répondre, et j'espère avoir répondu à chacune d'entre elles. Et enfin, je voulais te remercier, Florent, d'avoir organisé ce premier webinaire très très agréable, et qui permet effectivement d'avoir des questions qui va me permettre aussi de remettre en cause certaines choses et d'approfondir certains éléments dans ma démarche. Ah bah écoute, moi c'est du plaisir. Comme tu le sais, je suis coach, j'accompagne les dirigeants d'entreprise, et j'aime bien mettre en avant les personnes que j'aime bien, et puis qui ont des idées, qui sont avant-gardistes dans leur métier, que ce soit dans l'informatique, dans l'assurance ou dans d'autres domaines d'activité liés à la finance.
Voilà, c'est ma spécialité. Vous accompagner dans le bien-être et dans la bienveillance avec une petite pointe de, voilà, de tonicité quoi, dans cette vie. Ça aide aussi à passer les mauvaises périodes, les périodes même les périodes disruptives. Le fait d'être coaché permet aussi de voir les choses différemment et de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc Voilà. merci. Bon, eh ben écoutez, on vous dit peut-être à bientôt, on sait jamais. Et puis voilà, vous nous retrouvez sur Internet, avec Guillaume et moi. Merci Florent et merci à tous. À Un bientôt. plaisir. Merci, au revoir.